Donc bonjour à tous. Avant d'entrer de plein pied dans cette discussion sur l'éducation positive, je voudrais rappeler à quel point autorité et violence ont longtemps eu partie liée. Braver l'autorité, qu'elle soit familiale, institutionnelle, politique, suppose encore parfois un véritable courage physique. Sans aller jusqu'à chercher du côté de l'actualité. Il y a des actualités tragiques qui nous en montrent l'exemple. On peut regarder du côté de notre propre histoire. Longtemps, pour un adolescent, contester ses parents, c'était dangereux. Je lisais récemment dans une excellente revue qui s'appelle Sciences humaines l'exemple de Charles le Chauve au IXe siècle, qui avait un adolescent rebelle, qui refusait d'entrer dans les ordres, mais qui par contre soutenait sa sœur qui, elle, voulait rentrer dans les ordres alors que le père voulait la marier. Il décida donc de faire exécuter son fils, non sans avoir pris le soin avant de lui faire crever les yeux pour qu'il fît bien pénitence. Alors à côté de ça, je peux vous dire que le martinet brandi par mon grand-père me semble bien gentillet. Alors heureusement, nous n'en sommes plus du tout là. Ou en tout cas plus vraiment, et c'est heureux. Nous ne sommes plus au temps de la torture, du châtiment corporel. Le tournant, on peut le situer autour des... Enfin, c'est une longue histoire, mais il y a eu un vrai tournant dans les années 2000 avec l'apparition de ces notions d'éducation bienveillante, d'éducation positive. Cette notion d'éducation positive, elle est même rentrée dans les textes du Conseil de l'Europe en 2006, qui le définit comme un comportement qui vise à élever l'enfant et à le responsabiliser, qui est non violent et qui lui faut fournir reconnaissance et assistance en établissant un certain nombre de repères favorisant son plein épanouissement. Donc on voit bien que l'accent est mis sur la non-violence. Sur le papier, je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes convaincus qu'une éducation est meilleure quand elle n'est pas violente. Ceci dit, les problèmes apparaissent dès lors qu'on essaie de définir ce qu'est cette violence. Parce que, oui, bien sûr, les châtiments corporels, la torture, ce n'est pas bien du tout. Mais depuis 2019, un texte a été validé par le Sénat français qui interdit aussi les violences verbales et psychologiques, les insultes, le chantage, les menaces, les punitions, les moqueries, les humiliations. Et je pense que dans nos pratiques ordinaires, en fait, bien qu'on s'en défende, nous sommes très nombreux à user de telles violences. Certains vont contester le mot, je le sais, mais enfin voilà, quand on dit tu n'auras pas de dessert si tu n'as pas fini tes légumes, c'est un chantage. Donc, dans le texte, c'est une violence psychologique. On voit que même nos hommes de loi, pour ceux qui ont vu le magnifique film de Paul Muxel ce matin, ils ne sont pas tout à fait dans les clous parce que du chantage, de la menace et même parfois de l'humiliation, eux aussi, ça peut leur arriver d'en faire usage. Alors voilà, est-ce que seulement c'est applicable, cette éducation positive? Est-ce que c'est toujours pertinent? Pour en discuter, nous aurions pu favoriser le clash, parce que c'est un sujet extrêmement polémique. On l'a vu avec les polémiques autour peut-être de Caroline Goldman, que vous avez vu ces dernières années, et de l'autre côté, par exemple, Isabelle Filiosa ou Héloïse Junier. Nous avons choisi un autre modèle de table ronde avec deux invités qui sont, comme vous le dites vous-même, vous me disiez hier au téléphone, des personnifications de la nuance. Donc, à ma droite, Béatrice Caméraire. On ne va pas faire semblant de se vous voyez, car nous travaillons ensemble à Sciences humaines. C'est même nos deux noms qui apparaissent sur ce petit livre que tu as essentiellement coordonné. Donc, c'est injuste qu'il y ait mon nom aussi, franchement. L'éducation positive face à ses limites. Tu as une formation scientifique, tu as fait des recherches en sciences de l'éducation. Finalement, tu en as fait ton métier puisque ma foi, tu es journaliste spécialisée en éducation, tu es conférencière, tu es formatrice.
Parmi les livres que tu as écrits, on peut en citer quelques-uns. Je te laisse le faire. Oui, toujours sur des sujets qui fâchent. Donc, l'éducation positive en fait partie. Mon titre préféré, je crois que c'est quand même de l'art de se fâcher avec la terre entière en devenant parent. Voilà, c'est ça. C'était le premier. C'était pour poser le décor. Parce qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup m'attaquer au sujet de controverse, non pas pour savoir qui a raison ou qui a tort, mais pour comprendre quels sont les arguments qu'il y a derrière, d'où ça vient. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan de l'histoire des idées. Donc, l'éducation positive en a fait partie, avec un livre qui s'appelle Calme, ferme et bienveillant. Et puis, Internet, les réseaux sociaux également, hein, avec un livre qui s'appelle Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur, avec la même ambition. Bruno Humbic, vous nous venez de Belgique, où vous exercez le métier peu connu ici de psychopédagogue. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une tendance en Belgique, à tout mélanger. Les Wallons, les Flamands, les psychologues et les pédagogues, on les mélange aussi. Et on fait cette fonction finalement particulière qui incite à s'interroger sur les mécanismes psychologiques qui sont mis en jeu dans l'acte d'apprendre. Et donc, c'est à la fois de la pédagogie, mais aussi de la psychologie. Vous êtes auteur de nombreuses publications, notamment dans le domaine des préventions des violences scolaires et familiales. Vous êtes aussi animateur, chroniqueur de télévision, de radio. C'est un peu le Dolto belge, si vous voulez. Hein. Et puis, j'ajoute, parce que ça, on le dit moins dans vos interventions publiques, mais moi, je le vois parce que je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes poète. Ah, ça, c'est gentil. Voilà. Alors, c'est effectivement, finalement, on n'écrit jamais que pour ça. C'est-à-dire pour adoucir ce qu'on essaye d'expliquer avec des concepts, pouvoir l'expliquer parce que c'est finalement les mêmes sujets qui sont investigués, mais avec sans doute plus d'usage de la métaphore, des mécanismes qui permettent de diffuser de manière sans doute plus douce des connaissances. Voilà. Alors, pour structurer notre table ronde, je vous propose quatre temps, qui sont en gros mes 4 grandes questions. Je vais le donner tout de suite, comme ça on saura où on va. Dans un premier temps, je vous propose qu'on s'interroge ensemble sur notre cadre normatif actuellement en termes de parentalité. Qu'est-ce que c'est une bonne éducation qui pose des limites sans être laxiste parce que, évidemment, c'est aussi un cadre normatif, idéologique. Et voilà, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par être un bon parent ? C'est pas si simple. Dans un deuxième temps, d'où nous vient cette notion d'éducation populaire ? Quels en sont les ressorts idéologiques, scientifiques, philosophiques ? Troisième temps, quelles sont les critiques portées contre ce mouvement et qu'est-ce qu'elles valent ? Histoire quand même de les aborder frontalement. Il y en a qui méritent d'être entendus. Et puis, enfin, moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez quelles ressources pratiques on peut tirer de ce mouvement dans le cadre de notre propre relation avec des enfants. Nous avons tous des relations avec des enfants où nous sommes susceptibles d'en avoir un jour ou l'autre. Voilà. Et je préviens tout de suite, parce que vous me disiez tout à l'heure que souvent les gens disent bon, c'est bien beau ces principes, mais on voit qu'ils n'ont pas d'enfants. On faisait le calcul qu'à nous 3, on en avait 12. Ça ne veut pas dire qu'on a une expertise, mais on n'est pas complètement inconscient des problèmes que ça pose. Et en tout cas, moi, je suis en demande parce que ma pauvre expérience maternelle m'a bien montré à quel point Freud avait raison quand il disait qu'il y avait 3 métiers impossibles: gouverner, soigner et éduquer. Béatrice, dans ce livre, L'éducation positive, tu pars de, finalement, ce texte du Conseil de l'Europe de 2006. Qu'est-ce qu'il a changé ? Alors, déjà, c'est le premier texte où on voit apparaître le terme parentalité positive. Hein. Avant, c'était pas vraiment, c'était pas formulé en tant que tel. On pouvait trouver le mot positif associé à la sphère de l'éducation, mais en fait, quand même, pour désigner des choses assez différentes, hein, pour le dire vite. Donc, c'est la première fois qu'on voit apparaître ce terme. Et faut replacer un petit peu le contexte. À l'époque, en fait, en Europe, on s'interroge pour essayer de pointer du doigt des standards, justement pour se demander c'est quoi être un bon parent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut trouver des standards sur lesquels on va tous s'entendre
s'étendre à l'échelle européenne pour un peu définir ce que pourrait être la parentalité du XXIe siècle. Et donc, c'est l'aboutissement, il y a tout un texte, on réunit un comité de scientifiques, il y a tout un texte qui est sorti et qui s'articule autour de ce concept de parentalité positive. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à trouver pourquoi ce mot avait été choisi, mais bon, voilà. Donc, c'est un texte qui est très, très consensuel et qui se veut consensuel et qui pose notamment l'idée que, en 1989, donc la Convention internationale des droits de l'enfant est ratifiée. Et est-ce qu'on a suffisamment tenu compte dans l'évolution de nos modèles éducatifs de ce nouveau cadre qui était institué, donc un cadre qui reconnaît l'enfant comme une personne à part entière. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme standard pour tenir compte de cette évolution des rapports parents-enfants, de ce nouveau statut de l'enfant comme personne à part entière. Donc à partir de là, en fait, ça a fédéré toutes des acteurs très différents qui étaient déjà en germe avant, hein, des gens qui, par exemple, pouvaient être sensibles au mouvement pour l'éducation nouvelle, donc des gens qui venaient de la pédagogie freinée, de la pédagogie Montessori, des gens qui étaient plutôt issus de la réflexion sur la communication entre parents et enfants, des gens qui étaient déjà des militants contre les violences éducatives, et tout le monde s'est réuni en fait autour de cette bannière, hein, éducation positive, parentalité positive, et c'est là, à partir de là, qu'on a vu une véritable explosion éditoriale, donc de livres, de magazines, de conférences, d'ateliers autour de ce thème. Alors, c'est tout le problème, effectivement, de l'autorité, qui n'est pas une qualité, qui est un attribut. Si je vous dis que vous manquez d'autorité, que vous n'arrivez pas à vous faire obéir par vos enfants, et si vous êtes enseignante en plus, par vos élèves, vous avez quand même si vous êtes soucieuse de pédagogie positive, d'éducation positive, vous allez vous dire il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vécu comme étant un déficit de qualité. Et sans remonter jusque Charles Le Chaux, parce que ça nous met très très loin en arrière, il suffit de penser à finalement les modèles qui sont proposés essentiellement par ce qu'on nous propose comme série ou comme dessin animé. Si vous observez La famille Ingalls, une petite maison dans la prairie, ça c'est l'éducation, je vais dire, antérieure à l'éducation positive, dans laquelle effectivement Charles Ingalls, hein, pour ceux qui regardent la première saison, va aller jusqu'à 17 fois chercher un martinet. Et donc on est dans l'idée, Charles Ingalls doit trouver des solutions. Et un épisode de La petite maison dans la prairie, c'est un problème et une solution. Systématiquement, c'est l'époque où on vous disait votre enfant il est bien élevé. Et ça suffisait à ce qu'on se dise ma parentalité est de qualité puisque j'ai bien élevé mes enfants, ils grandissent dans des valeurs et on les corrige lorsqu'ils s'écartent de ces valeurs. Et puis, derrière les Ingalls, maintenant, il y a les Simpsons. Les Simpsons, là, effectivement, les épisodes ne permettent jamais de trouver une solution. Chaque fin d'épisode, c'est le début de nouveaux problèmes. Hein, on découvre d'autres difficultés. Et on va constater ce mot que, je pense, on doit pouvoir définir avant de parler de parentalité positive. Il faut d'abord se dire, mais c'est quoi la parentalité? Parce qu'il est apparu à ce moment-là. On a tous l'impression ici qu'on sait ce que c'est. Faites un micro-trottoir, demandez aux personnes, c'est quoi la parentalité? C'est un concept relativement nouveau. Moi, j'ai travaillé dans un service de recherche en éducation familiale. Et puis est apparu ce mot nouveau qui signifiait la façon dont chaque enfant va transformer l'éducation qu'il reçoit en quelque chose d'individuel. Et là, le critère, c'est pas avoir des enfants bien élevés, c'est des enfants épanouis. Et évidemment que cet épanouissement, on n'a pas de critères très précis. Et donc, on se retrouve à devoir s'interroger. Autant à l'époque des Ingalls, on pouvait donner des conseils aux familles pour comment éduquer, comment corriger les familles. Autant avec les Simpsons, on est condamné à faire ce qu'ils font d'ailleurs eux-mêmes, s'asseoir sur un divan, regarder les Simpsons et s'interroger ensemble sur la manière dont on peut essayer de faire le mieux possible, parce qu'on ne va plus donner de conseils en éducation. Les conseils ne servent à rien. Ceux qui en ont besoin ne sont pas prêts à les entendre, et ceux qui sont prêts à les entendre, généralement, ils n'en ont pas besoin. Éducation positive et éducation bienveillante, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? En première approximation, moi je dirais que oui, parce qu'en fait il y a eu toute une, encore une fois, à partir de ce point de départ, après chacun a cherché un petit peu à développer sa marque, hein, parce qu'il y a quand même un enjeu aussi marketing, on vend des livres, pas mal, hein, l'éducation c'est quelque chose, les parents sont très friands de livres, ils en attendent, et ils cherchent des solutions, on va d'ailleurs sans doute probablement reparler de pourquoi il y a tellement d'attentes et tellement de besoins de solutions, mais voilà, il y a quand même tout un marché autour du conseil éducatif, qui date pas complètement du début des années 2000, hein, parce que ça avait déjà commencé au XXe siècle, mais il y a quand même une explosion. Donc voilà, éducation bienveillante, parentalité positive, éducation non violente, tout ça regroupe quand même des gens qui ont des sensibilités proches.
Alors, elle a toujours été, non pas bienveillante, l'éducation, mais bien intentionnée. Même Charles Chauve. Il faisait les choses parce qu'il pensait que c'était bon pour ses enfants qu'ils fassent des choix à leur place, même leur couper la tête s'ils faisaient effectivement des choix qui étaient, selon son point de vue, désastreux. Et donc, on est dans l'idée bien intentionnée, c'est un invariant dans l'éducation. Je ne connais pas de parents qui mettent un enfant au monde pour que ça se passe mal. Donc le but, effectivement, c'est une intention, et le mot bienveillante est devenu un peu dangereux. Parce que bienveillante, c'est pas « je veux ton bien », c'est « je veille à ton bien ». Et on est très vite passé à l'éducation bien surveillante, c'est-à-dire des parents hyper investis qui ont développé ces différents symptômes de l'hyperparentalité qu'on appelle le parent hélicoptère, hein, celui qui ne supporte pas que son enfant disparaisse de ses yeux, et donc qui va constamment être en train de tourner autour de son enfant. Le parent drone, parent hélicoptère amélioré, c'est-à-dire je veux toujours son bien, rien que son bien, et j'anticipe même ce qu'il pourrait être bon pour lui. Et le parent le plus facilement épuisé, le parent curling. Hein. Si vous connaissez le curling, c'est un sport un peu... Alors j'espère qu'il n'y a personne qui est responsable de la Fédération française de curling, parce que dans une conférence, j'en avais parlé, je me suis fait rabrouer, parce que je trouvais ce sport un peu idiot. C'est-à-dire on lance un palet, et puis vous avez des personnes qui sont là en train de frotter, pour faire fondre la glace en espérant influencer la trajectoire du palet. Il faut savoir qu'ils l'influencent de manière infime, mais c'est quand même eux qui ont l'air de faire le plus gros effort. Alors que le véritable acte éducatif, c'est lancer, et puis attendre en lâchant son enfant. Évidemment, quand on donne l'impression qu'on peut contrôler les choses, et l'hyperparentalité est née dans ce contexte, avec plusieurs facteurs, mais notamment le fait que nos enfants ne sont plus des heureux événements, ce sont plus accidents, ils ont été quasiment convoqués à naître. C'est très compliqué de convoquer à naître un enfant, parce qu'on se dit, il faut que je sois un parent parfait, il faut que le monde soit parfait. Vous imaginez dans le contexte actuel, hein, mettre au monde un enfant, le convoquer à naître dans un monde qui tremble par tous ses côtés, ça renforce encore ce sentiment qu'en tant que parent, je dois me mettre une pression énorme. Et la pédagogie positive, dans son aspect, je vais dire un peu dévoyé, parce qu'a priori, il faut quand même toujours rappeler, c'est quelque chose qui était tout à fait intéressant. Moi, je travaillais dans un service de recherche au moment où elle a commencé à émerger, et où on nous a dit, vous allez arrêter de travailler uniquement pour vérifier les facteurs de risque, ce qui crée les pathologies. On va vous demander aussi de travailler sur les conditions d'émergence du bonheur, ce qui fait que ça se passe bien. Et donc, a priori, c'est quand même un paradigme qui était super intéressant. Ce serait dramatique de dire en raison, effectivement, c'est pour ça qu'on a tendance à être, je vais dire, plutôt des arrangeurs, parce qu'on se dit, il ne faut surtout pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu des avancées énormes qui ont été réalisées, mais il y a eu aussi des abus, des simplifications outrancières. Si on se dit c'est nul, il faut revenir, et c'est malheureusement ce mouvement de balancier qu'on a notamment autour de l'autorité, on a été trop laxiste, il faut revenir à une forme de régression, et vous voyez alors arriver toutes les personnes qui vous disent il faut revenir à ce qui était avant, cette éducation toujours bien intentionnée, mais plus aussi bienveillante, parce qu'elle suppose d'utiliser, par exemple, des mécanismes rudimentaires en psychologie, que sont les renforcements négatifs. Par exemple, tu as fait quelque chose de mal, je vais te punir, comme ça tu ne le feras plus. Et on a vu apparaître d'autres modèles simplifiés pour essayer d'évacuer ce qui était vécu comme un modèle simplifié, qui est celui de la pédagogie positive. Alors venons-en au soubassement de ce mouvement. Vous rappeliez que ça avait été une révolution, de s'intéresser aussi à ce qui marche bien dans l'enfance et à ce qu'on peut faire pour renforcer le positif. Ça fait écho vraiment à ce qu'on appelle la psychologie positive, Béatrice. Donc j'imagine que l'éducation positive, c'est pas seulement l'éducation qui serait positive au sens où elle aurait des effets positifs, c'est qu'il y a une dimension scientifique derrière. Oui, tout à fait, effectivement. C'est compliqué de retracer exactement d'où vient l'éducation positive, la parentalité positive, parce que c'est pas un concept qui vient du milieu savant, en fait. C'est pas des chercheurs, c'est pas des théoriciens qui l'ont élaboré. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué le contexte, mais voilà. Donc il y a des filiations qui sont diverses. Moi, j'avais essayé un petit peu de les passer en revue, de les regarder. On peut le rattacher
penser, par exemple, à l'émergence des théories de l'attachement, donc la découverte que le bébé, pour bien se développer, n'a pas seulement besoin qu'on le nourrisse, mais il a aussi besoin, et d'abord besoin d'affection, il a besoin d'un lien avec quelqu'un qui va prendre soin de lui. Donc ça, c'est déjà un peu les prémices de, pour aider un enfant à se développer, il ne s'agit pas de le punir, de l'endurcir, mais au contraire de le porter, de lui apporter un cadre de chaleur et de sécurité. On peut le rattacher encore une fois, comme je disais tout à l'heure, au mouvement pour l'éducation nouvelle qui reconnaissait en l'enfant son rythme propre, ses besoins propres. Et puis on peut le rattacher à ce mouvement de la psychologie positive, donc qui a émergé vraiment à la toute fin du XXe siècle. Encore une fois, lorsqu'il s'agissait de penser ce que serait le XXIe siècle sur le plan de la psychologie, je pense qu'on était vraiment plein d'espoir à ce moment-là. Et donc le président de l'association américaine de psychiatrie, Martin Seligman, a prononcé un discours qui est un peu resté célèbre, dans lequel il dit exactement ce que vous disiez, Bruno Imbeck. Il dit on a passé plus d'un siècle à se demander pourquoi les humains allaient mal, pourquoi ils tombaient malades, pourquoi ils développaient des pathologies mentales. Maintenant, il va falloir s'intéresser à pourquoi ils vont bien, pourquoi ils sont résilients, pourquoi ils s'engagent dans des tâches extrêmement difficiles avec enthousiasme, alors qu'elles ne sont pas gratifiantes. Voilà, pourquoi est-ce qu'on va gravir l'Everest, pourquoi est-ce qu'on va faire un ultra trail, pourquoi est-ce qu'on décide d'être parents de familles nombreuses, des questions un peu existentielles. Et donc c'est comme ça que la psychologie positive est née, qui n'est pas vraiment une autre discipline, mais plutôt une autre manière de regarder. Et donc à partir de ce moment-là, on en tire des enseignements sur comment on est résilient et comment est-ce qu'on ne pourrait pas éduquer les enfants aussi à le devenir. D'où aussi ce regard de l'éducation positive comme une psychologie positive appliquée à l'éducation, comme si les parents allaient devoir un petit peu changer de rôle, donc plus être uniquement des interdicteurs, uniquement ceux qui allaient donner à la génération, transmettre en fait des valeurs, mais aussi qui allaient être des parents un peu plus jardiniers, des parents qui allaient permettre à l'enfant de développer tout son potentiel, et notamment ce potentiel positif qu'on peut décrire en tant que compétences psychosociales. Enfin, l'OMS le décrit comme des compétences psychosociales. Donc voilà, toutes ces capacités qui vont leur permettre d'être en bonne santé. Donc parmi ces compétences, il y a par exemple la faculté d'exprimer ses émotions, mais aussi la faculté d'esprit critique, la faculté de communiquer avec voilà. Donc c'est quand même une autre perspective, un autre regard, non seulement sur l'enfant, mais aussi une autre mission pour le parent. Alors tu parlais du parent jardinier, Oui. Petite référence à Alison Gopnik, qui est une célèbre psychologue du nourrisson même, américaine, de l'université de Berkeley, qui oppose le parent menuisier ou charpentier, je ne sais plus, qui veut tout construire, tout façonner pour son enfant, du parent jardinier qui se contente de surveiller l'écosystème et d'arroser en espérant que la vie fera le reste. Voilà. Bruno. Alors, on peut mettre en parallèle avec l'histoire de la pédagogie. La pédagogie, parce que la pédagogie active, par exemple, c'est le creuset dans lequel aussi, sur le plan pédagogique, la pédagogie positive est née. Et pour le comprendre, il faut concevoir effectivement le modèle qu'on avait de l'enfant. Dans un premier temps, un puits à remplir. Et donc, il fallait le savoir, il fallait le distribuer. L'enfant devait simplement combler le vide. Et puis, l'enfant est devenu un feu allumé. Ça, c'est la pédagogie active, qui n'a pas pour vocation de chasser la pédagogie traditionnelle, mais de s'y associer. D'ailleurs, les Montessori, etc., n'étaient absolument pas une révolutionnaire, ni Freinet, ils étaient tous tout à fait compatibles avec la pédagogie traditionnelle. Une autre courant pédagogique est arrivée, la pédagogie plus critique. Là, c'est devenu une lumière à éclairer l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir développer sa conscience critique, lui permettre de s'opposer en ayant lui-même ses propres réflexions. Et tout ça est arrivé à un moment charnière où on a parfois eu l'impression que l'enfant est devenu un puits de pétrole à exploiter. C'est-à-dire, en gros, il a des compétences, du potentiel. L'exemple typique de la dérive d'un concept, c'est le mot résilience. Un joueur de foot à la mi-temps d'un match qui dit « on doit faire preuve de résilience ». Parce que simplement, c'est 0-0. Non, c'est pas de la résilience. Il faut un traumatisme pour qu'il y ait résilience. Et c'est un mécanisme qui n'est pas une recette magique. Quand les banques utilisent, nous avons fait preuve de résilience parce que nous avons fait encore plus de profit après le Covid que nous faisions avant, en accélérant le mouvement qu'on était déjà en train de réaliser. Tous ces mouvements-là, effectivement, dans l'imaginaire collectif, c'était on doit tous développer notre plein potentiel. Donc nous sommes nous-mêmes d'ailleurs, avec l'idée, la meilleure version de vous-même, que vous devez mettre en avant, etc. La meilleure version de mon enfant, avec des écoles qui ont été mises terriblement sous pression.
parce que les parents sont devenus très exigeants avec l'école. On a quelques pédagogues, je vais dire, qui ont utilisé cette pédagogie positive avec des bouquins qui permettaient aux parents de rentrer à l'école en disant « mais mon enfant a un énorme potentiel et vous n'êtes pas en mesure de le développer. C'est donc vous, enseignante, qui êtes en tort. » Et donc on a vu effectivement cette forme de pédagogie positive associée à, je vais utiliser un autre mot que psychologie positive, c'est le mot psychologie du développement, une psychologie de développement personnel, avec à ce moment-là tout un commerce qui s'est mis en mouvement, avec des bouquins qui vous promettaient monts et merveilles, éduquer sans punir, soyez un parent zen, soyez un parent hyper communicant, avec des petits trucs et astuces qui, on le sait, ne fonctionnent pas quand on fait de l'éducation, et c'est ça qui a rendu effectivement un très très mauvais service à la pédagogie positive. Les parents ont acheté ces livres, et puis se sont dit, mince, tous ces petits trucs, toutes ces petites astuces, ça marche peut-être chez les autres, mais ça ne marche pas chez moi. L'exemple typique, si votre enfant est insupportable, tentez l'humour. Mais précisément, s'il est insupportable, vous allez être énervé, ne faites jamais de l'humour quand vous êtes insupportable. Quand vous êtes énervé, vous allez devenir très mauvais dans la manière de manier l'humour, parce qu'il faut effectivement, c'est une des constantes de l'humour, il faut le faire dans un contexte ludique et sécurisant. Et donc on s'est retrouvé avec ces trucs qui étaient inopérants, qui ont effectivement côtoyaient une littérature réellement scientifique, il y en a une, et puis il y avait toute une littérature borderline qui s'est prétendue scientifique, en faisant des références scientifiques, et ça je crois que Béatrice en parlera beaucoup mieux que moi, parce qu'elle en a largement travaillé pour aller simplement faire ce petit truc. Je la cite très souvent dans des conférences parce que c'est une des rares personnes que je connais qui lit les bibliographies. On ne les lit pas, les bibliographies, mais qui va les lire pour vérifier si ceux qui ont dit, par exemple, je me souviens d'un exemple qu'elle avait cité, un parent qui fronce les sourcils en regardant son enfant va causer des dommages irrémédiables dans son cerveau. C'est ce qu'on lit dans un des livres, et puis quand on va dans la référence bibliographique, on se rend compte qu'on a affaire à des rats stressés et stressés de manière durable. Mais le raccourci du parent, qui ne va évidemment pas faire ce pourquoi Béatrice, je l'espère, est payée d'ailleurs, parce qu'on ne va pas lire les bibliographies en allant vérifier à quoi ça rapporte. Aucun parent ne se rend compte que ça parle de rats soumis à un stress intense, c'est-à-dire plongés dans un liquide glacé. Le parent se dit « mince, j'ai froncé les sourcils à mon enfant, je vais donc créer des dommages irrémédiables dans son cerveau ». Et on a eu ce mouvement de culpabilisation intense des parents qui n'était pas voulu à l'origine par la pédagogie positive. Alors c'est vrai qu'on a parlé de psychologie de l'attachement, de psychologie positive, d'éducation institutionnelle, etc., mais pas de neurosciences. Alors les neurosciences, c'est quand même un grand vecteur de légitimation de ce courant, c'est vrai, Oui, avec beaucoup de neuromythes. Tout à fait, parce qu'en fait, je pense que c'est un scoop pour personne, hein, les sciences ont quand même une autorité très importante aujourd'hui, donc ces parents qui sont en quête de conseils, à qui on a bien expliqué, en tout cas il y a cette croyance aussi, une forme d'exagération de l'impact que les parents vont pouvoir avoir sur les enfants, c'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où on pensait finalement que les parents avaient aucun impact à une surdétermination. On pense aujourd'hui que tout ce qui va arriver de positif ou de négatif à l'enfant est lié au comportement des parents, en oubliant quand même qu'ils passent beaucoup de temps en contact avec beaucoup d'autres personnes que leurs parents. Mais bon, voilà. Et donc, partant de là, la parentalité positive, l'éducation positive a cherché des bons arguments en fait pour défendre toute la série des conseils qu'ils donnaient et dont Bruno a bien montré à quel point ils étaient simplistes parce que on vit pas avec un enfant standard, on n'a pas un vade-mecum qu'on va pouvoir appliquer, il n'y a aucun tutoriel pour élever des enfants, ça se saurait depuis le temps. Et donc on cherche une manière de justifier tous ces conseils et les neurosciences ont vraiment ils ont beaucoup puisé dans les neurosciences, mais alors une version un petit peu déficitaire des neurosciences, parce que donc moi la démarche que j'avais eue, parce que dès qu'on ouvre un livre d'éducation positive, on voit des références au cerveau, au cortex préfrontal, au cerveau limbique, alors tout ça, donc on se dit moi j'avais besoin de savoir, est-ce que je suis face à une science, est-ce que je suis face à une vulgarisation scientifique, ou est-ce qu'éventuellement il y a des problèmes. Donc la démarche que j'ai eue, c'est qu'en fait j'ai pris ces petits bouts de livres d'éducation positive, puis je suis allée voir des chercheurs en neurosciences pour leur dire est-ce que vous y retrouvez vos petits en fait, est-ce que pour vous c'est de la vulgarisation scientifique ce qu'il y a là, est-ce que on sait bien que la vulgarisation il y a une forme de simplification, mais est-ce qu'on est dans la vulgarisation ou est-ce qu'il y a autre chose. En fait ils sont tombés des nues parce que j'avais anonymisé, j'avais pris des petits bouts suffisamment conséquents pour qu'ils puissent les lire mais sans forcément leur dire d'où ça venait. En fait ils sont tombés des nues, ils ont dit mais non absolument pas. Donc ils y ont retrouvé par exemple beaucoup de ce qu'on appelle les neuromythes.
donc des croyances d'apparence scientifique à propos du cerveau, mais qui en fait ont aucun fondement. Donc parmi eux, par exemple, on peut citer le mythe du cerveau droit et cerveau gauche. Alors effectivement, on a un hémisphère droit et un hémisphère gauche, mais dans ce mythe-là, en fait, chaque hémisphère a une sorte de petite personnalité particulière à lui. On aurait un côté rationnel et puis un côté plus instinctif. Bon, ça, c'est absolument pas fondé. On a besoin de nos deux hémisphères tout le temps. Donc ils fonctionnent ensemble et il n'y a pas deux personnalités façon Dr Jekyll et Mr Hyde. Et ça, par exemple, on en trouve énormément mention dans les livres d'éducation positive. Et puis, il y a toutes ces exagérations dont on a parlé, parce que bon, certains livres d'éducation positive ont déjà, voilà, ils sont vraiment du côté du neuromythe. On sait quand même qu'on n'est pas, enfin, on pressent qu'on n'est pas face à un contenu scientifique, mais il y en a d'autres. Ils ont des bibliographies considérables avec plusieurs centaines de références scientifiques citées. Et moi, quand j'ai vu débarquer ça, je me suis dit, waouh, en fait, c'est un nouvel ovni. On va proposer aux parents quelque chose de super solide, on va les associer à cette connaissance. Et en fait, effectivement, quand on regarde comment sont utilisées ces références scientifiques, on se rend compte que c'est des arguments d'autorité. On va mélanger typiquement des études faites sur les animaux avec on va les extrapoler aux humains. On va utiliser des études avec très 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 peu des tout petits échantillons de population. Puis on va dire oui, c'est comme ça que ça se passe partout. Et donc voilà, il y a quand même ce problème-là qu'on retrouve de manière récurrente, et notamment avec ces références au stress et à l'impact du stress, à qui on a fait dire un peu tout et n'importe quoi. Le fameux cortisol, hormone du stress. Voilà, ça fait partie des exagérations. Alors, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, Bruno, ça fait chic, c'était sur un plateau de France Inter, sur le thème de l'éducation positive, dans l'émission d'Ali Rebéi. Et le lendemain, quand je suis rentrée à Auxerre, j'ai croisé un élu de droite, que je ne nommerai pas, qui avait écouté France Inter, c'est possible, et qui m'a dit, et qui m'a interpellée dans la rue en me disant d'emblée, moi je vous préviens, l'éducation positive, je suis pas pour. Mais du coup, ça pose une question, est-ce que c'est de gauche, l'éducation positive ? Alors ça, c'est une question de français. En Belgique, on ne se pose pas cette question-là, parce que vous avez coupé la tête à un roi, ça s'est décidé comme ça, quand même, gauche-droite. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Et depuis, on clive tout. Moi, je m'entends très bien avec Caroline Goldman et avec Isabelle Filitosa, qui toutes les deux me disent, mais parce que j'ai la réputation d'être un scientifique, vous m'avez démusqué, je suis un poète, a priori. Et donc je fais de la science, mais d'une manière très large. C'est-à-dire que je n'utilise jamais la science comme argument. L'une comme l'autre, je sentais effectivement la tentation d'essayer de m'avoir dans leur camp pour pouvoir dire, la science pense que... la science, elle ne pense pas. La science, elle ne dit jamais qu'une chose. Ça dépend. Ça dépend de plein d'autres choses. C'est-à-dire, effectivement, une pratique autoritaire ferme. Je vais prendre l'exemple de ce stupide débat, gauche-droite d'ailleurs, très clairement, sur le time-out, qui a quand même valu 2 tribunes dans le monde. Peut-être préciser ce que c'est le time-out. Alors, le time-out, la tentation qu'on a de mettre un enfant à l'écart lorsqu'il est insupportable. Ouais, le livre de Caroline Goldman s'appelle « File dans ta chambre ». C'est ça, « File dans ta chambre », et elle en a fait un argument de punition, tout simplement pour installer l'autorité du parent. Très clairement, la pédagogie positive a tiré à boulet rouge dessus, mais avec effectivement un discours qui ressemblait à un discours de droite. Ah non, il faut revenir à autre chose, non, un discours de gauche, pardon, en disant il faut absolument interdire le time-out, avec toute une fédération de personnes qui ont dit on est contre. Et puis on s'est rendu compte, quand on allait un tout petit peu plus loin, au niveau de l'intelligence de ces personnes, parce que la plupart des gens qui avaient signé ces tribunes étaient des gens suffisamment intelligents que tout le monde était d'accord pour dire quand un enfant est insupportable, on doit protéger cet enfant, on doit se protéger nous-mêmes et on doit protéger la relation. Si vous êtes dans une scène conjugale, il faut savoir que si vous avez une crise de colère, par exemple une scène conjugale, il vous faudra à peu près une 30aine d'heures pour revenir au niveau hormonal normal. Ça veut dire à votre conjoint, écoute, on va s'arrêter là, on se revoit dans 30 heures. Peu de gens peuvent le faire parce qu'on n'a pas d'endroit où on peut s'isoler, mais ce serait très rentable parce que l'être humain adulte est capable de penser des choses et de commencer à réfléchir et à faire ce qu'on appelle des remaniements cognitifs pour revenir dans la discussion en la repartant sur de meilleures bases. Un enfant ne peut pas faire ça. Un enfant, lui, revient beaucoup plus vite à son niveau hormonal normal, mais il est incapable de réfléchir. L'erreur qu'on fait, c'est file dans ta chambre,
réfléchis à tout ça, et puis tu viendras me dire ce que tu en penses. L'enfant va aller dans sa chambre, il ne réfléchira pas. Mais par contre, lui dire, écoute, c'est pas bon pour toi ce que tu es en train de faire, parce que ta crise de colère, c'est pas agréable à vivre, et je voudrais que tu te calmes. C'est pas bon pour moi, parce que le fait de te trouver insupportable, ça va aussi me mettre en colère, et on va effectivement mettre en danger la relation de cette manière-là. Comme pratique éducative, les gens de la pédagogie positive disent, ok, là, d'accord. Mais évidemment, ça vend moins de prétendre de manière nuancée que finalement, il n'y a pas de quoi en faire un conflit, que de dire, non, file dans ta chambre, c'est une pratique qui doit pouvoir contrarier toute la pédagogie positive. Donc, moi, j'ai tendance à penser quand même que beaucoup de ces personnes qui sont actuellement en train de proposer un débat clivant, gauche-droite effectivement, ce sont des personnes qui ont surtout besoin d'exister de manière intense, en critiquant les autres de manière absolue. Le drame qui se pose, c'est qu'ils sont en train de déboussoler des tas de parents, qui ont l'impression qu'ils doivent participer à ce débat clivant. On parle d'Ali Rebillet de France Inter. Je suis régulièrement appelé par Ali, simplement parce qu'il me dit, bientôt tu vas nuancer, et donc on va faire un débat. On met Didier Pleu, Caroline Goldman, et de l'autre côté, Guéguen, et toi tu te mettras au milieu pour essayer simplement d'éviter que les gens sortent en étant déboussolés. Moi, je crois que c'est ça qui est le vrai drame de ce débat clivant, c'est que les parents ne savent plus quoi faire. Alors j'aimais bien ce qui a été dit tout à l'heure, quoi qu'on fasse, ce sera mal, disait Freud. Et effectivement, il faut l'assumer, c'est-à-dire juste assumer qu'on n'est pas des parents parfaits. Mais pour ça, on a besoin d'éviter que des personnes nous donnent des leçons de manière trop clivante, qui nous donnent l'impression qu'on doit se ranger sous leur étendard pour avancer dans l'éducation. Oui, c'est quand même ça qui était incroyable, moi j'ai trouvé dans ce débat autour du time out, donc file dans ta chambre, parce qu'en réalité, si on regarde le texte donc fondateur de la définition de la parentalité positive, le time out est cité comme un des outils, des leviers, des attitudes parentales possibles et compatibles avec donc une parentalité positive. Et en fait, même dans les livres d'Isabelle Filiosa, par exemple, elle y fait référence en disant, oui, effectivement, moi, elle dit que c'est pas la première chose qu'elle conseillerait. Évidemment, elle promeut d'autres choses, mais en tout cas, elle n'exclut pas du tout cette attitude comme étant un problème. Et donc, ce qui est très amusant, c'est d'avoir vu vraiment un emballement médiatique, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler d'autre chose, autour de cette attitude parentale qui, d'un coup, devenait une espèce de patrimoine intemporel de l'éducation parentale qu'il fallait préserver, donc plutôt du côté conservateur, et de l'autre, la bête à abattre du côté éducation positive qui se revendiquait comme progressiste, alors même que, en fait, tout le monde était globalement d'accord sur l'attitude à avoir. Là où il y a eu quand même un petit malentendu, c'est que le time-out dans les publications scientifiques, donc le time-out qui est étudié, analysé comme étant efficace pour obtenir une suppression, une diminution des comportements indésirables de l'enfant, c'est quand même un time-out qui est hyper cadré. C'est pas du tout un fil dans ta chambre comme l'avait présenté Caroline Goldman. Ça doit pas s'utiliser avant 3 ans parce que l'enfant est trop petit, par exemple. Ça peut pas s'utiliser plus que quelques minutes parce que globalement, sinon il comprend pas très bien quel sens ça peut avoir. Et surtout, ça doit s'inclure dans un cadre. C'est pas là pour humilier l'enfant. En fait, c'est là pour time out. La traduction, c'est temps mort. C'est là pour créer un temps mort en disant stop. On va se calmer maintenant parce qu'on est monté trop haut, on va se calmer. Et donc, c'est pas du tout le fil dans ta chambre un peu humiliant qu'a proposé Caroline Goldman dans ses livres où elle dit il faut que ça dure au moins 20 minutes et jusqu'à 1 heure. Dès que l'enfant transgresse, il faut le mettre dans sa chambre. Donc, voilà. Donc, il y a eu aussi un malentendu. Caroline Goldman, d'ailleurs, qui te cite aussi comme source extrêmement légitime. Oui, je sais. Elle croit que je suis très, très d'accord avec elle. Bien. Alors, on va passer au troisième temps sur les critiques qu'on a déjà abordées. Parents hélicoptères, curling, parents déboussolés. L'une des grandes critiques quand même faites à ce mouvement, et c'est porté par des gens comme Didier Pleu que vous avez cité, c'est de produire non plus même des enfants rois, mais des enfants tyrans, c'est-à-dire des enfants sans règles. Alors, que vaut cette critique ? Est-ce que quand même vous l'entendez, vous la prenez au sérieux, ou bien c'est comme le time-out, il faut la balayer parce que... surtout pas la balayer, mais éviter des mots trop forts, qui, par exemple, l'enfant tyran. La tyrannie, le principe, par exemple, de suspecter l'éducation positive, de mettre presque en cause la démocratie, parce qu'on va à un moment donné mettre en scène des futurs dictateurs. Là, il faut quand même savoir que des personnes qui ont, alors je vais essayer de poser mes mots, mais un pouvoir fort
n'ont pas vécu la pédagogie positive. Hein. Si vous prenez des gens comme Donald Trump, son éducation n'était absolument pas positive. La constante qu'on retrouve, si vous prenez les responsables des démocratures, on va dire, hein, pour ne pas utiliser un mot trop fort, eh bien, ce sont des personnes qui ont généralement eu un contexte éducatif vécu comme injuste, mais très rigide. Et donc, on n'a absolument pas de démonstration qu'un enfant deviendrait un tyran. Alors, par contre, dire « il peut tout faire » et il faut le laisser se développer, mais comme ça, c'est un débat qui date de Libre Enfant de Summerhill, etc., dans lequel on se dit qu'il ne faut pas frustrer les enfants. La psychanalyse a utilisé aussi ces mécanismes-là, et on sait tous qu'un enfant a besoin de limites. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on lui fixe ses limites. Et donc la manière dont on fixe les limites est devenue un enjeu éducatif essentiel. Y compris chez les tenants, et surtout les tenantes, d'ailleurs, il faut bien dire, de l'éducation positive. Mais la dernière conférence d'Isabelle Filiosa, son thème, c'est l'autorité. Ça veut dire qu'elle a bien compris, effectivement, qu'elle a peut-être été un pas trop loin, que maintenant, il faut travailler aussi sur d'autres aspects du développement de l'enfant. Et je pense qu'il faut toujours avoir confiance dans l'esprit de nuance d'un être humain, sauf ceux qui en ont fait leur fonds de commerce et qui s'enfoncent finalement dans un personnage, et ça devient un personnage, lorsque on a des positions radicales qui rejettent. La position de rejet est toujours en partie stupide. Et lorsque vous avez deux clans comme ça qui se rejettent, finalement, on se demande s'ils n'utilisent pas plus d'énergie à rejeter le clan opposé qu'à essayer de construire dans le point de vue qui est le leur. On ne peut pas reprocher à Isabelle Filiosa, par exemple, pour le moment, de faire des conférences sur l'autorité et dans lesquelles elle va effectivement expliquer pour les parents qui doivent pouvoir l'entendre, vous devez mettre des limites à vos enfants et vous devez le faire en gardant effectivement cette espèce de fonds de commerce qui n'est pas critiquable en soi, en gardant cette forme de bienveillance, de chaleur positive. C'est un invariant dans l'éducation. Quand je dis toutes les recherches montrent que ça dépend en termes de résultats, il y a quand même un point qui est une constante dans les recherches, un environnement chaleureux génère des enfants épanouis. Et donc sur ce plan-là, je pense qu'il faut toujours, on peut être très sévère, très autoritaire en étant chaleureux. L'exemple typique, c'est la taquinerie ludique. Vous savez, les enfants, ils ont quand même un vrai problème, c'est qu'ils sont mignons. Et comme ils sont mignons, on leur laisse tout passer. Parce qu'effectivement, alors le mot taquinerie, dans une société dans laquelle on doit faire attention au consentement, c'est un mot qu'on doit vraiment réfléchir. Parce que c'est de la taquinerie, t'es autorisé. Or, c'est un concept, un comportement qu'on retrouve aussi chez les grands singes, la tendance des petits à taquiner les plus grands. Mais si vous vous laissez faire au nom simplement du fait qu'il est mignon, qu'il peut tout s'autoriser, vous risquez très vite de pervertir la notion de jeu. Le jeu, c'est le consentement de l'un et de l'autre. Et donc, laisse faire ton petit frère, il fait de la taquinerie, laisse le faire. Ou en tant qu'adulte, je me laisse faire. Et je ne réponds pas avec une forme de douceur ferme, parce que la taquinerie, c'est un environnement affectif, mais qui risque à un moment donné de créer quelque chose de horripilant aux yeux du parent. Donc, il doit pouvoir dire de manière ferme, mais chaleureuse, stop, c'est pas le quart d'heure, je ne suis pas disponible pour un jeu actuellement. Et là, ce type de phrase-là, je pense que ni Caroline Goldman, ni Filiosa, ni Guéguen ne seraient contre la fermeté sur un fond de bienveillance et de chaleur humaine. Ça me fait penser, il y a une des figures de proue de l'éducation positive que j'interrogeais un peu sur cette controverse et sur justement cette question des limites qui semble, parce qu'on accuse beaucoup l'éducation positive finalement de ne pas donner de limites aux enfants, d'être une éducation sans limite. Et donc c'était Catherine Dumonteil-Crémer qui m'a dit mais jamais j'aurais imaginé qu'en fait mes propositions, parce que voilà, d'éducation positive, d'éducation sans violence, iraient jusqu'à faire croire aux parents qu'on pouvait élever des enfants sans limite. Et elle n'en revient toujours pas qu'il puisse y avoir ce genre de mécompréhension en fait de ce qui avait été proposé. Moi, d'une autre manière, j'ai l'impression que c'est pas tellement surprenant parce que cette tension entre l'autoritarisme et le laxisme, la peur de l'un, la peur de l'autre, la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une autorité juste en tant que parent, c'est-à-dire une autorité qui va permettre à l'enfant de grandir, parce qu'on n'est pas là évidemment pour l'avilir, on n'est pas là pour le rendre passif, on est là pour au contraire lui permettre
de devenir voilà ce qui doit devenir. Et en fait, c'est une question qui est d'abord extrêmement difficile, qu'on se pose depuis extrêmement longtemps dans l'histoire de l'éducation. Donc, on ne peut pas non plus la balayer d'un revers de main. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train aujourd'hui, autour de cette question de est-ce qu'il va y avoir des enfants tyrans, est-ce qu'on est en train de faire des enfants tyrans, en fait, de recycler des débats qu'on a déjà eu les générations précédentes. D'ailleurs, les arguments qui sont opposés à l'éducation positive ressemblent beaucoup aux arguments qui étaient opposés à Dolto. C'est exactement les mêmes qu'on va mettre et qu'on avait déjà encore avant, et où il y a une forme, qui prennent un peu appui sur une forme d'idéalisation d'un passé fantasmé où les adultes auraient été particulièrement respectés, mais dont on n'arrive pas réellement à pointer à quoi il ressemblerait. Parce que concrètement, à quoi on voudrait revenir ? Moi, j'aimerais bien qu'on arrive jusqu'au bout du raisonnement. Est-ce qu'on voudrait revenir à une éducation dans laquelle les enfants n'aient pas le droit de parler à table ? Je ne crois pas. Est-ce qu'on aurait envie de revenir à une éducation où les enfants prenaient une gifle parce qu'ils avaient ramené des mauvaises notes ? Je ne pense pas non plus. Moi, j'ai été très marquée par une interview que j'avais faite avec l'écrivain Serge Chalandon, que vous connaissez peut-être, qui a notamment dans ses livres décrit les maltraitances qu'il avait subies de la part de son père, et des maltraitances qui étaient totalement admises. Lui, il a grandi dans les années 60, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Et il racontait qu'il arrivait en classe avec des cocards, enfin des marques visibles des maltraitances dont il était victime à la maison. Et quand ils arrivaient, lui et ses camarades d'ailleurs, le maître disait « c'est bien, vos pères se sont occupés de vous ». Donc il faut quand même se rendre compte que c'est pas si vieux, je pense que vous en êtes conscient. C'est un passé très proche dans lequel tout ça était parfaitement admissible. Est-ce que vraiment on veut revenir à ça ? Est-ce que vraiment l'autorité ce serait ça ? En fait non, ni les tenants, ni les anti-éducation politique ne voudraient de ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose que la polarisation du débat, et notamment la polarisation médiatique du débat, a totalement passé sous silence, et qui contribue à perdre les parents, et qui contribue à ce qu'aujourd'hui on se demande est-ce que les enfants ont besoin de limites, mais aussi est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ce passé fantasmé. Le problème, c'est comment s'exerce cette nouvelle autorité. Alors, l'une des critiques aussi portées plus par Caroline Goldman aujourd'hui, c'est de dire que l'éducation positive produit une forme de camaraderie entre générations qui provoque chez l'enfant de l'angoisse et un sentiment d'insécurité. Est-ce que ça aussi, on ne peut pas l'entendre ? Alors, c'est comme ça qu'on va brouiller le débat. Parce que, en fait, le principe d'un être humain dans une démocratie, c'est qu'il n'obéit pas à des personnes. Il obéit à des règles, à des normes ou à des lois. Et tout le problème va être de bien ranger les choses. Si ici, par exemple, on obéit tous à un ensemble de règles, et on accepte tous que si on n'obéit pas à ces règles, on va être puni. Le code de la route. Tout le monde va rentrer chez soi en respectant des règles qui ne servent jamais qu'à ça. Une règle, ça sert à se déplacer sur un territoire ou à se regrouper sur ce territoire. Et il faut effectivement qu'elle soit simple. Il y a un petit truc tout simple pour vérifier si on a affaire à une règle. Si c'est une règle, vous devez savoir la dessiner. On ne court pas dans le couloir. Vous pouvez dessiner, ça on le fait dans les écoles en fédération à Bruxelles, on a des cours qui sont régulés, où on peut courir avec ballon, on peut courir sans ballon, etc. Et ce sont des règles qui supposent deux choses. D'ailleurs, si vous n'avez plus de panneaux de circulation, vous verrez que vous ne saurez plus circuler et vous ne respecterez pas les règles. Et s'il n'y a pas de punition, ce n'est pas un gros mot en pédagogie, tant que c'est réduit à la mise en place d'une règle. Si je vous dis à partir de demain, il n'y a plus la moindre amende pour infraction à la circulation à Auxerre, ça va être le bordel très très vite. Et donc il faut qu'on puisse mettre en place des règles. Il y a aussi des normes. Les normes, ça se discute et on doit libérer la parole et protéger la parole. Dire on ne se moque pas les uns des autres, par exemple, ça suppose qu'on puisse, par exemple, exprimer ses émotions. Moi, je suis en colère parce qu'on s'est moqué de moi, sans risquer d'être opposé à quelqu'un qui dira « mais c'est pas de la moquerie, c'est de l'humour ». Une émotion ne se conteste pas. Et donc, on met en place dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles des dispositifs qui permettent de protéger les émotions. Et puis, il y a un autre élément essentiel pour faire société, parce que des normes, ça permet de construire du vivre ensemble, à la fois en famille et à l'école, mais il est aussi important de faire société. Là, il y a des lois. Il y a des lois qui supposent des sanctions. Ce n'est pas non plus un gros mot. Une sanction lorsqu'il y a des insultes racistes, sexistes, homophobes, lorsqu'il y a des agressions physiques. Si, quand il y a une agression physique, vous n'avez pas une réponse du système sous forme de sanction, et une sanction, c'est un peu plus complexe qu'une punition, c'est à la fois positif, on peut dire, vous venez de faire quelque chose de remarquable, tout le monde va vous applaudir, c'est une sanction positive. Mais vous avez transgressé une loi.
Et cette loi, elle protège une valeur qui est importante pour notre société. C'est important que le système, qu'il soit familial ou qu'il soit scolaire, puisse émettre des sanctions. Si on range les choses correctement, on va mieux aider les personnes qu'en leur proposant de devenir des figures autoritaires. Là où je reproche à Caroline Goldman d'introduire de la confusion, c'est quand elle dit « mais ils sont trop copains avec leurs enfants », et donc c'est plus une question de posture. Et donc il faudrait revenir à une posture autoritaire, qui serait la personne sévère, intransigeante, etc. Et on propose parfois, là c'est un discours un peu politique, la même chose à l'école. Moi je suis chargé de travailler sur les assises de l'autorité à l'école en Fédération Wallonie-Bruxelles. On évite absolument de dire qu'un enseignant doit avoir de l'autorité. On doit lui donner l'autorité de fixer des règles qui sont clairement établies dans l'école, un ensemble de lois qui ne sont pas réinventées par l'école, qui sont simplement celles qui existent dans la société, et un ensemble d'outils qui leur permettent de gérer le climat de leur classe. Là, on donne des outils qui vous permettent de manifester votre autorité. Mais on ne peut pas vous demander de devenir autoritaire, ça n'a aucun sens. Un père de famille à qui on dit « mais tu manques d'autorité », si effectivement le modèle c'est Homer Simpson, ou pire, parce qu'il y a un troisième personnage qui vient d'apparaître, c'est Peppa Pig, pour ceux qui connaissent. Peppa Pig, si vous regardez ça avec votre enfant, vous allez voir ce qu'est un papa postmoderne, c'est-à-dire relié à cette image de pédagogie positive. Je prends l'exemple d'un Peppa Pig dans lequel Peppa, donc la petite fille... Un dessin animé pour les tout petits. C'est un dessin animé pour les tout petits, dans lequel Peppa, par exemple, décide une passion subite pour les araignées. Et il se trouve qu'une araignée tisse sa toile dans le garage en reliant le mur à la voiture de Peppa Pig. Et Peppa dit à papa « tu n'iras pas travailler ce matin ». Et papa va travailler avec le vélo de Peppa, un tout petit vélo. Comment voulez-vous, quand vous êtes père de famille, installer votre autorité quand l'image qui est proposée à vos enfants, c'est celle-là? Et donc, forcément, il va falloir vous donner des outils pour pouvoir faire preuve d'autorité, mais l'autorité statutaire ne fonctionne plus. Si vous dites à votre enfant, tu vas arrêter, parce que je suis ton père, je t'ai dit que tu allais arrêter. D'abord, vous risquez d'entendre, t'es pas mon père, t'es mon beau-père, dans beaucoup de cas. Et le statut ne suffit plus à installer l'autorité. Et donc, revenir, comme Caroline Goldman le propose, à des styles de relations différents, c'est simplifier le problème en le personnifiant. Alors, pour accentuer le désarroi du public, je vous entends bien, ça semble assez convaincant, mais je rappelle que le Sénat a ratifié un texte sur les violences éducatives ordinaires, outre les violences physiques dont on a parlé. Il y a donc ces violences psychologiques qui sont donc interdites. Alors, c'est très abstrait parce que 85% de la population en use et il n'y a pas de sanction. Donc, on va continuer à en user. Et parmi ces violences psychologiques, il y a les punitions, la culpabilisation, le chantage, la menace, la privation d'affection, les menaces d'abandon. Mais la punition, c'est une violence ? Alors, la punition n'est absolument pas une violence lorsqu'elle n'est ni humiliante et qu'elle ne touche pas l'intégrité physique de l'enfant. Ce sont les limites d'une punition, à la fois à l'école et en famille. Et donc, le Sénat n'est pas là pour faire de la pédagogie, il est là pour fixer un cadre. La pédagogie, on va la faire à l'intérieur de leur cadre. Lorsque, effectivement, des personnes, de manière un petit peu brutale, disent, voilà, on a interdit, par exemple, de hausser la voix sur son enfant. Il est interdit d'interdire, quoi. Voilà. Mais non, il faut un cadre. Aussi, on en a besoin. C'est pour ça que le Sénat existe en Belgique comme en France. On a un monde politique qui fixe un cadre dans lequel on va devoir faire de la pédagogie. Béatrice. Alors, il est possible que le Sénat joue sur les mots, parce que dans le domaine de l'éducation, on aime bien distinguer punition et sanction. Donc peut-être qu'il est possible qu'il se soit inspiré de ça, l'idée que effectivement les comportements indésirables, les comportements transgressifs doivent être sanctionnés, c'est-à-dire que l'adulte doit réagir. Il ne s'agit pas de regarder ailleurs et de laisser faire. Et effectivement, en proposant des conséquences, c'est un peu ce que vous disiez Bruno tout à l'heure, et notamment par exemple proposer à l'enfant de réparer et être confronté en fait tout simplement aux conséquences de ses actes. Confronté à la peine du camarade qui l'a frappé, confronté à la privation de l'objet qui vient de casser. Bon, voilà, tout ça ne sont que très abusivement appelées punitions, puisque il faut bien, à un moment donné, ça fait partie de la mission du parent qui est d'amener l'enfant à s'intégrer dans la société. Et c'est peut-être là où il y a eu encore des confusions sur cette notion d'autorité, avec toujours l'idée qu'on pouvait la rapporter à une conception telle que celle que promeut Caroline Goldman, où elle dit un texto dans son livre
dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ne craignent plus leurs parents. Ça, par exemple, c'est une conception de l'autorité qui est fondée sur la peur, qui est totalement, qui est obsolète, et là, pour le coup, qui correspond à cette, dont on essaie un petit peu de se débarrasser. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on construit cette autorité bienveillante, avec quels outils, donc voilà, avec quels leviers. Donc, le dernier temps de la table ronde. Absolument. Voilà. Donc, pour exercer cette autorité, l'un et l'autre, quelles sont les méthodes, les dispositifs, les approches que vous préférez, je vais le poser comme ça, et que vous recommanderiez aux parents, aux grands-parents, aux enseignants, éducateurs qui sont ici, et nous sommes nombreux. Alors, en quelques mots très simples, fixer des règles pour les déplacements dans la maison, dans les territoires communs, à l'extérieur. Là, ça doit être des règles qui doivent être très précises. Il faut le faire très tôt avec son enfant. Il faut qu'il apprenne non pas à vous obéir à vous, mais à obéir aux règles qui sont propres au territoire. Soyez toujours disponible pour parler des normes, c'est-à-dire comment tu vois les choses par rapport à ces mots qui ne sont pas fixés dans des règles. Je parlais de la considération, je manque de respect, tu es grossier. Tout ça, ce sont des mots qui effectivement supposent qu'on définisse l'un et l'autre ce que l'on entend par grossièreté. Un adolescent qui va vous sortir ce que vous pensez être une grossièreté, pour lui, c'est une façon sympa de s'adresser aux autres. Et donc, il faut pouvoir en parler, simplement. Là, sur le plan des normes, c'est la communication qui doit être suffisamment riche que pour qu'on puisse concevoir le point de vue de l'autre. Et sur le plan des lois, évidemment qu'il y a des lois dans nos pays, tant en Belgique qu'en France. Les insultes racistes, sexistes, homophobes sont interdites. Il faut évidemment les interdire chez nos enfants aussi. Il faut qu'ils apprennent qu'il y a des lois dans nos sociétés. Et donc, là, sur ce plan-là, pouvoir dire ça, j'accepte pas que tu transgresses cette loi. Frapper, tu peux avoir de bonnes raisons de frapper ton frère de ton point de vue, mais tu peux pas le frapper. Donc je vais entendre tes raisons, mais je t'interdis de frapper. Et si tu recommences à frapper, voilà la sanction. Et une sanction probatoire est sur ce plan-là plus intéressante qu'une sanction immédiate, parce qu'elle contrôle le comportement de transgression d'une loi. Mais mettre de l'ordre dans sa propre tête. Une sanction probatoire dans un cadre familial, c'est quoi ? C'est tu viens de frapper ton frère, tu dois savoir que tu ne peux pas frapper. Si tu refrappes ton frère, dans un délai qu'on va fixer ensemble, voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Mais ton frère n'arrête pas de te taquiner, et là, lui doit apprendre que quand tu dis stop, c'est stop. Ayez des territoires pour chaque enfant, et ce n'est pas une question de taille de maison, des endroits dans lesquels on sait qu'on sera emmerdé par personne. On en a tous besoin pour grandir, pour vivre, et bien avoir ces endroits qui appartiennent, qui n'appartiennent. Et un tout petit truc, couper le temps en 3, pas en 2. On a tendance à couper notre temps en 2, le temps professionnel et le temps familial. Les mamans qui sont ici vont très vite comprendre, le temps familial n'est pas un temps libre. Le temps libre, c'est un troisième temps qui n'appartient qu'à vous et pour lequel vous n'avez de compte à rendre à personne. Et il faut qu'on ait ces 3 temps et qu'on les respecte chez l'enfant aussi. Il y a le temps, le temps professionnel qui correspond à ton temps scolaire, qui est un temps non négociable. Peut-être un temps conjugal aussi, alors, parce que le temps conjugal ou familial, qui est un temps négocié, parce que vous devrez négocier votre temps. Et il y a ton temps libre, dans lequel tu fais ce que tu veux. Les écrans, c'est dans ton temps libre. Le temps familial, c'est un temps négocié. Pas d'écran pour personne quand on mange, par exemple. Et les écoles, en Fédération de Bruxelles, maintenant, les écrans sont interdits dans les écoles. Là, je trouve que c'est vraiment une très bonne option. L'école, c'est le lieu des écrans prescrits, pas des écrans ludiques et récréatifs. Ce sont des petits trucs de mise en ordre dans sa tête des choses. Et je pense que quand on range les choses, je ne donnerai que ça comme conseil ou comme recommandation, rangez les choses dans votre tête, plutôt que de penser que tout dépend de vous personnellement. Vous savez, l'exemple typique, et en France, vous l'avez subi, et je comprends alors que Caroline Goldman utilise la peur, Super Nanny. Super Nanny qui remplace finalement Mary Poppins. Mary Poppins est descendue du ciel pour dire aux parents, attention, pas uniquement mettre des limites, il faut aussi mettre un peu d'affectif. Et elle a fait toute une histoire pour essayer d'expliquer ça aux parents. Puis elle a été remplacée parce que maintenant, une société hyper affective, Super Nanny est arrivée, et là où elle est très dangereuse, c'est qu'elle obtient des résultats. On connaît les techniques qu'elle utilise, on arrive très vite à les déterminer, sauf qu'elle ne les explique pas aux parents. Donc elle semble venir du ciel, elle fait peur, elle est quand même beaucoup moins sympa que Mary Poppins, et donc elle utilise un personnage qui fait peur pour pouvoir installer des techniques qui fonctionnent.
mais elle les explique à personne. Donc elle fait tout sauf de l'éducation, elle fait de la prescription de l'autorité, et ça, c'est terriblement dangereux parce que les personnes qui regardent ça de manière un petit peu, je vais dire, extérieure, se disent mais je vais devoir devenir une espèce de substitut de super nanny, donc faire peur. Et là, effectivement, je ne rencontre pas du tout ce que Caroline Goldman dit. La peur n'est pas une façon d'installer son autorité, sauf dans les dictatures. Béatrice, des outils, ressources pratiques que tu Alors, pourrais nous recommander? Mon métier est un petit peu moins de donner des conseils aux parents que Bruno, donc je vais me permettre d'avoir des outils un petit peu moins concrets, en tout cas des réflexions un petit peu moins concrètes. En vous citant un pédagogue que moi j'aime énormément, vraiment un grand attachement pour lui, qui s'appelle Janusz Korczak, qui n'est pas du tout assez connu. Moi, on parle beaucoup de Montessori, de Freinet, on parle jamais pas beaucoup, de Janusz Korczak. Donc, je vais vous le proposer un peu à titre de ressource parce qu'en fait, il est considéré comme le père des droits de l'enfant, ces fameux droits de l'enfant, cette fameuse Convention internationale des droits de l'enfant, qui porte un peu en elle toute l'ambivalence qui nous réunit un petit peu aujourd'hui. C'est comment on éduque un enfant, qu'on respecte comme une personne à part entière, dont on respecte la dignité qui n'est pas moindre que celle d'un adulte, mais dont on reconnaît aussi la vulnérabilité et le besoin d'être protégé. Et comment est-ce qu'on concilie ces deux éléments qu'on pourrait considérer comme étant un peu paradoxal. Et en fait, donc Janusz Korczak, lui, il a commencé à écrire là-dessus au début du XXe siècle. Hein. Il est mort en déportation, donc il n'a jamais participé activement à la rédaction de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, en 1928, il a publié Le droit de l'enfant au respect, qui est un manifeste dans lequel il témoigne de toutes ses réflexions, parce que lui, il s'occupait d'un orphelinat d'enfants, et il a mis en place une quantité d'outils qui, à mon avis, pourraient bénéficier aux éducateurs d'aujourd'hui pleinement. Par exemple, je vous donne une illustration de sa façon de résoudre cette ambivalence. Quand un enfant avait des comportements transgressifs, par exemple, quand ils se bagarraient, il faisait avec eux des paris. Et donc, il disait, qu'est-ce que tu paries ? Un peu comme amélioration. Et donc, l'enfant, il disait, je parie que j'aurai pas de bagarre cette semaine. Et Korczak lui disait, non, c'est pas possible, tu en as 5 par semaine depuis le début de l'année, tu vas perdre, c'est sûr. Je t'accorde 3 bagarres. Et du coup, il négociait comme ça, et l'enfant, il dit d'accord, va pour 3 bagarres. Et donc, évidemment, ça peut nous paraître très étonnant, parce que finalement, c'est comme si on donnait l'autorisation à l'enfant de faire quelque chose qui était interdit, et en même temps, c'est comme ça qu'il obtenait des résultats, parce qu'effectivement, de semaine en semaine, d'abord, il faisait confiance à l'enfant, il témoignait la confiance en sa dignité, et en même temps, il améliorait. Voilà. Donc, si je peux me permettre, je vous ai sélectionné un tout petit passage. Alors, je vois que tu as amené comment aimer un enfant. Moi, j'ai découvert Korczak, pour tout vous dire, par ce livre qui m'avait été recommandé par la grande autrice jeunesse Suzy Morgenstern, qui dit souvent que c'est son livre préféré. C'est un très beau livre. Donc, Béatrice, après avoir découvert ce livre, nous en avons discuté. Tu m'as fait un article absolument éblouissant sur cet auteur et sur sa vie, qui est extrêmement romanesque et tragique aussi, pour le prochain Sciences Humaines. Moi, le petit coup de pub, mais ce sera qu'en janvier, parce que Béatrice est une femme extrêmement organisée qui rend ses articles en avance. On va terminer cette table ronde sur cette lecture, et après on vous donnera la parole. Béatrice. Alors, rien de plus faux que l'opinion selon laquelle la gentillesse rendrait les enfants insolents et la douceur entraînerait inévitablement le désordre et l'insubordination. Mais de grâce, n'appelons pas bonté notre négligence ni notre maladresse nourrie de bêtises. Parmi les éducateurs, outre les roublards aux manières de brutes et les misanthropes, nous rencontrons des bons à rien dont personne ne veut nulle part, incapables d'occuper aucun poste de responsabilité. Il arrive que l'éducateur fasse appel à la séduction pour gagner rapidement et sans frais la confiance des enfants. Au lieu d'organiser la vie du groupe, ce qui représenterait un travail lent et consciencieux, il condescend à participer à leur jeu les jours où il se sent bien disposé. Cette indulgence de seigneur est toujours à la merci de quelque éclat de mauvaise humeur et ne fait que le ridiculiser davantage aux yeux des enfants. Il arrive que trop ambitieux, il pense changer l'homme à l'aide de la persuasion d'une parole moralisante. Il croit qu'il suffit d'émouvoir pour obtenir une promesse d'amendement. Il finit par agacer et ennuyer. Et si bienveillant en apparence, il compte se faire passer pour un allié, en usant de paroles hypocrites, sa perfidie, percée à jour, n'inspirera que dégoût. Un mauvais traitement engendrera toujours le mépris, de fausses marques d'amitié, l'hostilité et la révolte, le manque de confiance, la conspiration.
Au fil des années de travail, une conviction naissait de plus en plus ferme. Oui, les enfants méritent notre respect, notre confiance, notre amitié. Il fait bon vivre dans cette atmosphère particulière, faite de sentiments délicats, de rires joyeux, d'efforts enthousiastes, de premiers étonnements, de joie pure et claire. Mais c'est un travail stimulant, utile et beau. Une chose pourtant m'inquiétait et éveillait un doute. Comment se fait-il que l'enfant le plus sûr, parfois nous déçoive? Pourquoi ces explosions, rares, il est vrai, d'insubordination collective? Soit, les adultes ne valent pas mieux, mais ils sont quand même plus pondérés, plus stables, nous réservent moins de surprises désagréables. Obstinément, je cherchais une explication, et peu à peu je suis arrivée à formuler ainsi ma réponse. Si l'éducateur recherche avant tout certains traits de caractère à ses yeux plus positifs, certaines qualités selon lui plus précieuses, et cherche à modeler tous les enfants sur un même patron, à les pousser tous dans la même direction, il sera vite abusé. Beaucoup feront seulement semblant de répondre à ses vœux, d'autres sensibles à la suggestion s'efforceront sincèrement de suivre ses préceptes. Mais cela ne durera qu'un temps. Le jour où le vrai visage de l'enfant sera enfin révélé, ce n'est pas seulement l'éducateur, mais les enfants eux-mêmes qui ressentiront douloureusement leur défaite. Ils réagiront avec d'autant plus de violence qu'ils auront fait plus d'efforts pour dissimuler ou se soumettre. Une fois démasqué, l'enfant n'a plus rien à perdre. Quelle importante leçon à en tirer. Bien, merci beaucoup à tous les trois. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a un petit moment pour échanger. Et je suis sûre que sur ce sujet-là, il doit bien y avoir quelques prises de parole. N'ayez pas peur de l'autorité de ces deux-là. Oui, madame. Bonsoir. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais depuis que je vous entends discuter, je pense à Fifi Brindacier, qui était tout à fait épanouie, qui n'avait pas de parents, qui n'était pas emmerdée, mais qui ne faisait pas de bêtises non plus. Et j'attendais que vous en parliez. Vous parlez des Simpsons, vous parlez de la petite maison dans la prairie. Et puis Fifi Brindacier n'est jamais arrivée. Et quand j'ai lu la vie d'Astrid Lindgren, je me suis dit, mais il faut en parler aussi. Alors, effectivement... Mais c'est pas vraiment une question, quoi. Mais on parle de parentalité, donc dans la façon dont l'éducation des parents est reçue par un enfant. Vous le dites très justement, Fifi Brindacier a poussé toute seule. Et c'était lié à cette idée, effectivement, qui peut être une idée un peu excessive en pédagogie, qui était aussi reliée au modèle pervers de la pédagogie dite active. Il faut laisser croître, il faut laisser faire. Je vais prendre un exemple aussi d'un travers, je ne parle pas de Fifi Brindacier là, mais Céline Alvarez, on la connaît tous, certaines qualités, mais a aussi des excès, qui sont ceux de la pédagogie positive, qui vous explique que si vous mettez des enfants dans une pièce, vous mettez des alphabets mobiles, ils vont spontanément s'entraider et faire des mots. Écoutez, j'ai essayé. Ils se tapent dessus avec les lettres, ils mâchouillent les lettres, ils font tout sauf des mots, parce que tout ça n'est pas naturel. Fifi Brindacier donnerait l'impression, effectivement, que si on laisse l'enfant se débrouiller, le laisser croître va fonctionner. Ça n'est pas vrai, et c'est tout le problème, effectivement, de la façon dont les enseignants ont reçu ce type de message lu par les parents. Si ça se passe pas, si ça se passe mal, c'est parce que vous intervenez. Il suffit de laisser croître. Il ne faut pas forcer la croissance. Là, je vous rejoins tout à fait. C'est comme un brin d'herbe. Si vous tirez dessus, il ne poussera pas plus vite. Et donc, il faut laisser avancer l'enfant à son rythme. Mais il a besoin d'un adulte pour cadrer son développement. Fifi Brindacier est un modèle scandinave. Ça vient de Scandinavie, dans lequel, effectivement, on voulait mettre en place des pédagogies tout à fait libertaires, qui ont eu leur effet positif, mais qui sont toutes arrivées à un moment donné à dire attention, l'autogestion pure et dure d'un groupe d'enfants ou le développement d'un enfant indépendamment de tout encadrement adulte n'est pas possible. L'autogestion, par exemple, même dans la pédagogie dite critique ou libertaire, l'autogestion ne peut se faire que sur des aspects de la vie de la classe. Sinon, ça devient Sa Majesté les mouches, ça devient la guerre des boutons, c'est-à-dire des luttes de pouvoir qui sont
pas beaucoup plus recommandable que celle qu'on perçoit dans le monde des adultes. Quand on laisse faire les jeux de pouvoir, c'est une catastrophe. On a tous besoin de principes régulateurs. Et donc, c'est amusant de regarder Fifi Brin d'Acier, mais le prendre comme une leçon de pédagogie radicale, je pense que ça, c'est un peu dangereux. Alors, il y a souvent cette opposition dans l'éducation, finalement, derrière de conception entre l'idée qu'un enfant naîtrait spontanément bon, ou dans ce cas, effectivement, il n'y a qu'encourager ça, ou tout à fait mauvais. Donc c'est une opposition qui est une fausse opposition philosophique entre Rousseau et Kant. Alors, toutes les personnes qui font cette opposition, généralement, ont lu beaucoup trop vite Rousseau et n'ont pas du tout lu Kant. Parce que Rousseau était un élève de Kant à l'origine. Et si vous écoutez Rousseau, qui donne l'impression, effectivement, d'être le premier avec Émile à parler du laisser-croire. D'abord, vous laissez passer 100 pages où il parle de l'éducation des filles, c'est absolument atroce, illisible actuellement. En plus, vous allez lire, par exemple, que si un enfant casse une fenêtre, eh bien, il faut le laisser dans sa chambre vivre le froid de manière intense pour qu'il comprenne les exigences de ses actes. C'est Rousseau, c'est pas Kant, ça. Et donc, il faut se méfier, même y compris de la philosophie. Quand elle propose le laisser croître, Montessori était quelqu'un de très autoritaire. Lisez le livre de ses petits-enfants sur la façon dont ils vivaient leur rapport avec leur grand-mère, tout simplement, en termes d'autorité vécue d'ailleurs comme très injuste. Et donc, on peut prôner une éducation libre, on va toujours se retrouver avec l'idée que si elle est permissive, elle ne fonctionnera pas. Et donc, cette fausse opposition entre le laisser croître ou l'interventionnisme rigide des adultes, elle est surtout développée par des personnes idéologues qui essayent de développer un modèle au détriment de l'autre. C'est le mélange des deux. Et si vous lisez Rousseau de manière nuancée, vous allez percevoir effectivement toute la richesse de ce travail pédagogique qui est de dire l'enfant existe, il faut lui faire confiance. Je trouve que ce qui vient d'être lu sur Korjak est magnifique. Le mot confiance, je l'ai entendu 4 fois, et c'est un mot qui ressemble à celui que Philippe Mérieux utilise très souvent, éducabilité. Tout enfant est éducable. Il faut évidemment s'ajuster à ses comportements, mais il ne faut pas le laisser grandir tout seul. Mais l'éducabilité, c'est ce principe. On peut laisser croître, mais dans un cadre que l'on fixe avec lui et que l'on met en place pour lui, en respectant son rythme de croissance. Oui, au demeurant, il n'y a aucun angélisme du côté de Korjak. Non, il n'a aucun angélisme et c'est d'autant plus méritant, je trouve admirable, parce que lui, les enfants qu'il avait en charge n'étaient vraiment pas des enfants faciles, quoi. C'était pas des enfants riches et bien élevés, c'était des enfants qui étaient placés, en fait, soit ils étaient orphelins, soit ils étaient placés, et ils lui ont tout fait. Ils ont fait des bagarres, ils lui ont mis l'orphelinat à sac, il a tout subi, et malgré ça, il continue de dire que l'enfant doit être respecté dans ce qu'il a à vivre. Et en fait, je trouve que c'est une parole qui est très importante parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance, notamment par le biais de l'idéal de l'éducation positive, à opposer l'enfant ange et l'enfant démon. Et l'enfant ange qu'il faudrait protéger, respecter, accompagner. Et puis l'enfant démon qu'il faudrait dresser, de se méfier, qui pourrait devenir un tyran. Et donc, c'est extrêmement dangereux parce que, en fait, l'un comme l'autre ont droit à notre respect, ont droit d'être guidés, ont droit d'avoir cette confiance. Et la confiance est aussi émancipatrice. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'idéal de l'éducation positive n'est pas forcément universel. On a des enfants qui dorment dans la rue dont on ne se pose pas trop la question de savoir s'ils bénéficient d'éducation positive ou non. On a des enfants qui sont seuls, loin de leurs parents. On sait qu'on a quand même des gros problèmes en termes de protection de l'enfance en France, un manque de moyens. Bon, je ne vais pas vous faire une tribune politique, mais quand même, c'est aussi un idéal à 2 vitesses. Et donc, quand on parle d'éducation positive, Korczak nous rappelle qu'il faut la penser pour tous. Alors, il faut vraiment relire Korczak, et notamment quelque chose de fondamental qu'il a mis en scène. Il a organisé des tribunaux pour enfants. C'était son truc, c'est-à-dire gérer la vie de la classe de cette manière-là. Et, raconte-t-il, il était très souvent cité à comparaître parce qu'il acceptait d'être jugé par les enfants lorsqu'il avait lui aussi renoncé à être un parent parfait, renoncé à avoir des enfants parfaits. C'est comme ça qu'on arrive à mettre en place, je vais dire, une confiance suffisante. Lui ne se prétend pas comme un pédagogue au-dessus de la mêlée, et il expliquait que les enfants, en le citant à comparaître, faisaient son procès, en expliquant, mais aujourd'hui, monsieur Korczak s'est énervé, et il a crié beaucoup trop fort, et on n'a pas accepté son comportement, et il était cité à comparaître. C'est ça le véritable éducateur. Puisqu'on parle beaucoup de personnages, le pire, c'est Babar.
oublier Babar. C'est un personnage catastrophique. D'une part, il va stimuler des réflexes racistes. Les rhinocéros sont bêtes parce que c'est des rhinocéros. Et donc, il va expliquer en permanence à ses enfants comment il faut s'opposer à une race différente de la sienne. Et puis surtout, la pire chose pour un éléphant, il prétend qu'il ne se trompe jamais. Chaque fois, il va signaler « Alexandre a un problème, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait quand j'avais ton âge ». Et effectivement, ce modèle envahissant du parent parfait, c'est pas celui qui permet de grandir. Et Babar, effectivement, a beaucoup moins d'audience que les différents personnages dont on a parlé maintenant, et y compris Fifi Brin d'Acier. Alors, on va prendre une autre question, s'il y en a. Ouais. Oui, là-haut, je crois qu'il y a... Si on peut donner un micro à monsieur. Est-ce que vous pouvez faire passer... Oui. Ici, devant. Et il y a une question en bas aussi. Si on peut donner un micro à madame pour la question suivante. Quand on achète... on m'entend là? On vous voit, oui. Quand on achète un appareil au fonctionnement souvent complexe, on nous conseille de lire la notice si l'on veut obtenir ce qu'on attend de lui. Lorsque l'enfant paraît, surtout le premier au sein du foyer, le couple est en présence d'un être ô combien complexe et l'accompagnement auquel ses parents sont confrontés pour qu'il devienne qui il est et non celui qu'on voudrait qu'il soit, cet accompagnement est une découverte. Alors l'improvisation est souvent la règle. Comment faire? Lire vos ouvrages, bien sûr, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Comment faire pour qu'il en soit autrement? Alors, en deux mots, à l'époque, effectivement, d'une littérature qui donnait des conseils. Parce que l'enfant, parfois, est parfois né avec des modes d'emploi. Laurence Pernoud, vous aviez effectivement des livres qui vous disaient « Voilà comment vous devez faire pour éduquer votre enfant à la naissance ». Mais c'était essentiellement la prise en charge physique de l'enfant. Et là, effectivement, on a besoin d'être conseillé. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, les conseils, on ne sait pas en faire grand-chose parce que la machine humaine est devenue complexe et que les exigences qu'on a par rapport à l'éducation de nos enfants sont devenues suffisamment complexes, nuancées et subtiles pour qu'on évite d'avoir une recette. D'ailleurs, si vous prenez une recette, une qui fonctionne, vous allez constater, imaginez, vous donnez la même éducation à vos 3 enfants. Vous allez constater que vous allez faire 3 enfants très différents. On ne peut pas prétendre avoir une éducation qui fonctionne. C'est pour ça que les modèles éducatifs sous forme de recettes ne peuvent pas fonctionner. C'est un mécanisme complexe. Ce n'est pas seulement des recettes, c'est que vous allez devoir, et il y a un mot, vous allez devoir tâtonner dans une espèce de danse qu'on réalise avec l'enfant. Et il faut se réajuster en permanence. Lui va produire ses propres réajustements. C'est pour ça que les livres sous forme de conseils ou de modes d'emploi, ils ne peuvent pas fonctionner parce qu'on va devoir constamment les réaménager en fonction des composantes. Un enfant, c'est plusieurs éléments. C'est un tempérament. Quand vous avez un bébé, il est difficile ou il est facile, c'est la loterie. Vous ne pouvez pas du tout le présupposer. Vous êtes bien tombé si votre enfant est facile, vous êtes mal tombé s'il est compliqué. Ça, c'est le tempérament. Là-dessus va se créer progressivement une personnalité. Tout l'enjeu des parents, c'est d'éviter que cette personnalité soit cadenassée par un personnage. Chaque fois qu'on donne un qualificatif à l'enfant, lui c'est le petit Spirou, elle c'est la petite ceci, et là vous êtes en train de cadrer le développement de sa personnalité dans un personnage qui risque effectivement de l'enfermer dans un rôle à jouer. Et puis, ce n'est que très progressivement qu'il va constituer ce qui est notre assise identitaire à tous, c'est-à-dire un récit qu'il est capable de produire à propos de lui-même. Tout ça est très complexe, et si j'avais un mode d'emploi pour faire en sorte qu'un enfant puisse, à partir de son tempérament, développer une personnalité qui correspond à ce qu'il est le meilleur pour son épanouissement, puis se constituer une histoire dans laquelle il se sent suffisamment signifiant pour pouvoir s'épanouir, si j'avais la recette, je ne vous la donnerais pas, parce que ça voudrait dire que j'aurais une tendance effective à soumettre les récits de vie de chacun à une procédure dictatoriale qui serait catastrophique. Donc heureusement qu'il n'y a pas de mode d'emploi et de recette pour l'éducation des enfants, et heureusement que c'est un jeu permanent d'essais et d'erreurs que l'on fait tous dans nos environnements singuliers.
Alors, j'ai découvert dans l'article de Béatrice sur Janusz Korczak qu'il détestait les règles, hein. Il dit au lieu de... Alors, je vais le lire parce que je l'ai sous les yeux. Au lieu de faire travailler un peu sa tête, on préfère respecter la consigne. Ça l'agace. Ouais. Oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, donc, son livre Comment aimer un enfant, en fait, balaye tout un tas d'âges de l'enfant. Et notamment, il y a une partie sur la puériculture et il s'insurge contre les parents, les mamans surtout, hein, faut bien se... Bon, évidemment, qui sont en demande de règles de puériculture, et combien de temps, toutes les combien d'heures il faut nourrir, à quel moment il faut coucher, parce qu'effectivement, il prônait cet ajustement dont vous avez très justement parlé et qui font tout le sel de la parentalité quand même, parce que c'est quand même un chemin plus que simplement un but à atteindre. On va prendre une toute dernière question parce que je vois que le temps tourne quand même. Madame, vous avez le micro. Elle est pour vous. Colette Carlier, ex-enseignante en lycée professionnel et contente de l'avoir été. Bon, voilà, mais vous avez parlé de plusieurs auteurs, mais j'ai pas eu le temps de nommer les noms. J'ai retenu les nombres d'auteurs pédagogiques que je n'aimais pas, mais ça, c'est pas la peine. Mais vous en avez parlé d'autres, en Belgique, par exemple, et je n'ai pas retenu les noms des gens... Ah, madame veut une petite bibliographie de fin de table ronde. Merci. Bon, alors, on va peut-être pas tous les citer, mais disons, du côté des pros, éducation positive, nous avons cité Caroline... Non, pas Caroline Goldman, surtout pas. Isabelle Filiosa. Oui, Guéguen. Isabelle Filiosa... c'est pas Caroline Guéguen. Caroline Guéguen. Catherine Guéguen, merci. Oui. Héloïse Junier. Du côté des contres, nous avons cité Didier Pleu et Caroline Goldman, essentiellement. Et puis, disons que le petit coup de cœur de fin de table ronde, c'était Janusz Korczak. Alors, ça s'écrit Korczak. C'est le fondateur, au fond, des droits internationaux de l'enfant. Hein. C'est vraiment le pionnier de cette démarche-là. Donc, c'est quelqu'un qui a été totalement oublié, en tout cas en France, mais qui est très important à l'échelle mondiale. Et ce très beau livre qui est fait par fragments et qui s'appelle Comment aimer un enfant. Puis on va citer quand même aussi notre livre, Béatrice, qui est sur la table de Grégoire ici, qui s'appelle L'éducation positive face à ses limites, qui est un livre collectif dont il y a aussi beaucoup de références. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre attention.